mais peut-être pour... je vous filme, vous permettez, je peux pas me filmer. Si j'arrive, voilà, comme ça a du sens. Oui. Non, mais par rapport à ce que je sais pas, enfin, personnellement, je sais pas ce qu'il y a de pire, relation père-fils, mère-fils, fille-père, fille-mère, je ne sais pas. Et vous parliez de filtre, la question un peu d'un tiers. Je pense que c'est très important pour le développement d'un enfant, qu'il soit garçon ou fille, que ce soit un père ou une mère, qu'il n'y ait pas une relation trop fusionnelle, trop proche, où l'enfant est mis dans une position toute puissante, comme étant tout pour l'autre parent, comme comblant complètement le parent. Ça peut être extrêmement compliqué pour l'enfant, justement, d'entrer dans un lien social, d'entrer dans une certaine frustration, d'entrer dans une castration, de faire sa vie. Ça peut être très compliqué. Et ça, peut-être pour citer de la littérature, il y a ce texte que je trouve insupportable à lire. Je crois que je l'ai commencé à plusieurs reprises, j'ai jamais pu le finir. C'est Lettre au père de Kafka, où ça illustre un petit peu ce que vous dites, ce côté complètement collé entre un père qui est présenté par Kafka comme étant un type incroyable, omnipotent, tout-puissant, complètement non castré, enfin je veux dire, il est parfait, et en même temps comme un persécuteur, et il revire sans arrêt à une adoration du père, à un sentiment de persécution à son égard. Il n'y a pas une sorte de juste milieu d'équilibre à voir son père comme étant aussi, voilà, il transmet des choses, mais il a ses faiblesses, et on n'est pas dans un monde idéal, parfait, mais il y a une part de manque. Donc là, je trouve, c'est un père qui est vécu par Kafka. Je ne sais pas comment était son père. C'est aussi Kafka qui... Voilà, la danse se fait à deux, je pense. Qui vit ces choses-là et qui met une entrave. Je ne connais pas assez la biographie de Kafka, mais dans ce texte, c'est assez terrifiant, effectivement. Mais à ce moment-là, on pourrait presque dire que de ce point de vue-là encore, la rencontre père-fils qui ne se fait pas, elle n'est pas du tout, justement, ni saine, ni thérapeutique, puisque le père va continuer à lorgner le fils, et donc avoir une espèce de contrôle sur lui, voyeuriste, on va continuer à le voir sur scène. Et donc pas du tout ce que tu dis, quoi. Pas du tout un père marqué par le manque. Au contraire. Peut-être, mais je ne me suis pas intéressé à cet aspect psychologique pour les raisons que j'ai exposées. Mais c'est vrai. Ni le fils. Oui. J'ai une question qui est tout à fait sotte, mais qu'est-ce que c'est que ce réel, ce fameux réel dont et puis, pratiquement, sur quel réel on se base en tant que psychiatre pour nuancer les neurosés, par exemple. Enfin, il faut bien se baser sur un réel. Et, nous-mêmes, on a aussi une filtre. Alors j'ai essayé, il y a énormément de définitions du réel, certaines se contredisent, d'autres pas. Moi, je voulais illustrer la chose, j'ai essayé d'illustrer la chose en parlant des phénomènes traumatiques, où on est face à un réel, face à quelque chose de l'ordre de l'imprévu qui fait irruption dans la vie. Il y a plusieurs définitions, mais par exemple dans les questions de syndrome de stress post-traumatique, comme quand j'étais... Je le roman, je fais un peu du théâtre, mais quand j'étais à Rio, il y avait quelque chose de l'ordre du réel, l'ordre d'un effroi, l'ordre d'une angoisse qui a surgi à ce moment-là. Et tout ce que je m'étais construit, le réel, on peut le voir par exemple par rapport à des questions autour de la mort. On le perçoit, le réel, quand il y a des questions d'angoisse, quand la personne est angoissée, c'est qu'on approche d'un certain réel. Il me semble que chez Lacan, il y a une définition assez simple qui correspond à ce que tu dis, c'est ce qui résiste. Oui, le réel, c'est ce qui résiste. C'est ce qui fait obstacle. Et donc, évidemment, par exemple, là, il y en a plusieurs. La philo aussi, je trouve bien. C'est ce qui résiste à l'interprétation, à la mise sous catégorie, à la cartographie. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, on se constitue, c'est ce que j'ai un peu essayé de montrer, on arrive au monde, il y a un monde qui nous préexiste avec une certaine langue, un certain langage, certaines coutumes, certaines manières de faire, et puis on entre dans ce système-là, et on construit un petit peu sa vie, ses idéaux. Il n'y a rien au départ.
Alors, qu'est-ce que le réel? C'est ce qui résiste, oui. Enfin, il y a d'autres définitions, mais je veux dire, il y a quelque chose, on constitue son être à partir du milieu familial, du milieu socioculturel. Et je pense que la question du réel, c'est propre à chacun, qu'on soit névrosé ou psychotique. On dit des fois par rapport à un excès de réel, d'angoisse, quand il y a par exemple dans le cas du président Schreiber, c'est un texte de Freud, il a interprété les mémoires d'un neuropathe, qui est un ouvrage écrit par le président Schreiber, donc un grand psychotique. C'était un homme qui était nommé, un type brillant, qui était nommé à la cour d'appel. Et puis au moment donné où il doit prendre une place un peu de père phallique, de diriger un tribunal, il commence à développer des symptômes corporels étranges, et puis il va commencer à entrer dans la psychose, et il va être hospitalisé pour ça. Et il y a toute la question quand Freud en parle, et Lacan en parle, c'est que son outillage symbolique de savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir un rôle de père, qu'est-ce que c'est que... Parce qu'à la même époque, il y a aussi je crois, le décès de son père ou le suicide de son frère peu avant. Il ne peut pas lui-même être père, avoir des enfants. Enfin, il y a toute cette question autour de prendre un rôle de père il n'est pas outillé au niveau symbolique. Alors qu'est-ce qu'il va faire Schreiber face à ce réel, ce truc incompréhensible? Il va, comme il n'a pas, il n'a pas pu introjecter une certaine signification qu'on essaye de transmettre de par la vie sociale, de par il va créer une signification délirante, à imaginer, à être la pute de Dieu qui enfante une nouvelle race. Enfin, il va construire tout un délire qui va permettre de donner une signification à quelque chose qui n'en a pas. Donc c'est peut-être ça, pour répondre à votre question, le réel, c'est ce qui n'est pas enrobé, par de l'imaginaire, par du symbolique. Voilà. Il y a une question là. Ouais, j'avais une question pour vous. On a parlé du spectateur qui était dupe de cette illusion en disant qu'on s'aperçoit à la fin seulement justement de la machination. Et puis, dans la mesure où certains spectateurs connaissent déjà la pièce ou l'ont déjà vue, on a des spectateurs qui sont aussi complices de l'illusion, dans la mesure où eh bien, ils savent depuis le début que quelqu'un est victime de quelque chose, et donc ils le regardent non pas avec lui, c'est-à-dire avec ses yeux, mais ils sont... en fait, ils le regardent, lui, en train d'être dupé. Et puis, je me demandais dans quelle mesure est-ce que ce double spectateur auquel on doit s'attendre aujourd'hui, alors peut-être qu'en 1835, pendant les premières représentations, c'était différent, mais aujourd'hui, dans la mesure où Corneille, c'est un classique, aujourd'hui, où dans la mesure où je pense un cinquième des lycéens ont lu l'illusion comique, voilà. Qu'est-ce qu'on fait non Pas ici. Ceux qui vont voir la pièce. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que des classes, typiquement, on peut imaginer que la moitié des classes qui viennent voir lors de scolaires vont faire. Bref. Donc on aurait, et de toute façon, les gens qui vont au théâtre, à partir d'un certain âge, ont déjà vu une fois au début. Donc comment on fait pour gérer ces deux types de spectateurs, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment être dans l'histoire, ça, être pris par l'illusion, et ceux qui dès le départ savent qu'il s'agit d'une illusion et qui en connaissent déjà en fait les contours. Alors détrompez-vous, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient la fin. Et les lycéens, il y avait une consigne pour les profs. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais nous, dans le dossier pédagogique, on a dit évitez de lire la fin. Mais il y a des profs qui l'ont fait quand même, mais pas beaucoup, j'ai l'impression. Et dans les spectateurs, il n'y a pas beaucoup de gens déjà même qui se rappellent, qui l'ont peut-être lu, mais qui se souviennent de la fin. En tout cas, nous, on n'a pas eu du tout on avait le sentiment qu'il y en avait très très peu. Est-ce qu'il n'y a pas un désir, comme chez les petits-enfants, le prix de l'illusion, on ne détruit pas l'illusion, on a envie, au contraire, donc de le savoir, d'être
Je sais pas si quelqu'un a revu le 6e sens, ce fameux film avec cette femme, on découvre qu'en fait c'est un fantôme. Il me semble qu'on a un désir profond de se refaire choper, non? Mais on n'a pas eu du tout ce débat, en fait, de la part des spectateurs. Et moi qui avais lu Illusion comique il y a assez longtemps, en la relisant, je ne me rappelle pas de la fin. C'est pas une question. C'est très bizarre. Enfin, personnellement, je l'ai jamais vu monter. Moi je l'avais vu une fois, mais j'avais rien compris. J'étais pas du tout. Je me dis par rapport aussi à cette idée qu'on va défendre le théâtre, et que voilà, on montre comment ça fonctionne, et donc c'est une sorte de test pédagogique, je sais pas. Comment ça nécessité en tout cas. Voilà. En même temps, c'est un procédé qui peut très vite se renverser sur lui-même, c'est-à-dire qu'en fait on voit quelqu'un qui est victime de tout un tas de types de choses, et puis on en voit aussi des effets. Je sais pas. Alors ça peut être un choix de mise en scène. Là on avait vu des extraits de pièces, de versions de l'illusion comique où on voyait un tréteau, c'était du théâtre, et donc c'était déjà affirmé. Et donc ça c'est un choix. Voilà, la mise en scène peut expliciter très rapidement. Ouais. Et nous ça nous intéressait pas ça justement parce qu'on avait envie d'avoir cette surprise qu'on a eue comme lecteur. Mais effectivement, des fois ça se... Du coup, voilà, moi, j'ai pas vu votre mise en scène, j'ai bien vu. Ça jamais été filmé. Oui, on a une captation. Alors, on a encore le temps pour 2 questions, parce que on a un timing, puis surtout, on aime boire des bières. Il y a Philippe qui avait encore une question, et puis Christine. Question pour le caméraman. D'accord, je vous écoute, madame. Tu as mentionné cet exemple au début de ton intervention de cet amateur de cervelle fraîche. Oui. Tu peux revenir sur ce que tu as voulu illustrer avec ça, en fait, avec son analyse qui n'intervient pas au bon niveau, au bon moment. Bon, ce que dit Lacan, c'est donc Chris, le patient se dit plagiaire d'un ouvrage. Chris, l'analyste, lit le bouquin et puis constate que c'est pas le cas. Et ensuite, il va manger des cervelles fraîches. Alors Lacan, il interprète pour lui, il a fait une intervention trop rapide et il y avait peut-être besoin de... J'ai plus le détail en tête, mais il fait la critique que le niveau d'intervention n'était pas bon et qu'il ne fallait pas interpréter de l'ordre de la réalité, mais il y avait quelque chose de l'ordre du fantasme chez ce patient. Fantasme qu'il réaliserait en allant bouffer des cervelles. Non, il ne réalise pas justement, comme il ne peut pas parler de son fantasme, il va le mettre en scène en bouffant des cervelles fraîches. Enfin, je ne sais rien. C'est un peu délirant cette histoire. Mais c'est pour dire que le Chris, il dit un truc de l'ordre du réel, très pur et dur, et puis le patient, il parle d'autre chose. Il parle peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est un grave obsessionnel qui a envie de... Je ne connais pas assez ce cas en détail, je ne l'ai pas lu outre que dans le séminaire des psychoses, mais peut-être c'est un grave obsessionnel qui a l'impression de vouloir attraper l'autre et qui est dans un fantasme de pas être castré, d'en avoir plus, et peut-être c'était de cela dont il fallait parler, de son fantasme et pas d'un truc réel. C'était juste ça que je voulais dire. Mais, pardon, dans cet exemple, il parle vraiment de plusieurs cervelles, enfin, ça semble bizarre. Non, mais il mange la cervelle. Ouais, c'est des cervelles. Il a tapé 2 cervelles fraîches. Ah d'accord, Des cervelles. Oui, on imaginait des choses. Oui. Il y avait celle de l'analyste et puis celle du bœuf. Je vais te bouffer le cerveau, je vais bouffer. C'est ça. Il était un peu cannibale. Je reviens de Rio, tu vois, ces histoires de cannibales, les tribus. Mais pour un Français, la cervelle, c'est un fait très délicat. Oui. On a plaisir. Tout à fait. C'est pas une punition. Ah non, mais c'est son plat favori dans l'histoire. Voilà. Oui, moi j'avais une question aussi parce que vous avez dit que la pièce se terminait. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'avoir décrite. Parce que visiblement, j'étais le seul qui la connaissait. Non, c'est pas vrai, il y avait Non, pas tout le monde avait l'honnêteté. Et donc, vous avez dit que ça se terminait sur une apologie du théâtre. Moi, mais je sais pas. D'abord, est-ce que vous l'aviez mis en scène, cette apologie du théâtre? Et puis, peut-être,
Strasbourg. Elle consiste en quoi? À faire une loge du théâtre comme une activité honorable. C'est dans la bouche de Lacan. Et donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était le fait que le théâtre puisse être rémunérateur en soi, puis puisse entrer dans un circuit public, et un des critères de l'honorabilité. C'est l'entretien de Paris. Dans une période, comme je disais tout à l'heure, donc de découverte de ce nouveau médium, de mise en place dans la société, après une période de contestation, de soutien par le pouvoir. Il y a toute une entreprise de propagande en faveur du théâtre dont font partie ce genre de pièces. J'ai le passage, si jamais. Ouais, aussi. Cessez de vous plaindre, à présent le théâtre est en un point si haut que chacun l'idolâtre, et ce que votre temps voyait avec mépris est aujourd'hui l'amour de tous les bons esprits. L'entretien de Paris, le souhait des provinces, le divertissement le plus doux de nos princes, les délices du peuple et le plaisir des grands, il tient le premier rang parmi leurs passe-temps, etc. etc. Oui, donc c'est plutôt divertissement que catharsis. Oui. Quand même. Moi j'avais juste une petite question pour Claude. Tu disais qu'il n'y avait pas d'autres pièces dont le titre était thématique et traitait en somme la question de la France. En France. Parce que moi j'avais la pièce de Calderon en tête. La vie est La vie est soignante. Ouais. Qui ressemble d'ailleurs à la thématique de cette pièce. Où quelqu'un rêve d'une existence. Contemporaine, mais C'est contemporain. Je voulais dire, c'est années 30. Ah oui, c'est aussi le 30. Années 30. Voilà. Alors, on a vaguement disposition du bar. Là, on doit faire nous-mêmes ce soir. Donc, c'est Do It Yourself Chaos. Cette année, je vais être au bar. On a en tout cas des bières. Et en tout cas, encore merci, d'avoir accepté l'invitation.